T'as acheté ta première caméra à 19 ans, 2 mois plus tard, t'as travaillé pour des gros groupes comme L'Oréal. Comment c'est possible? 90% des vidéastes n'ont pas un niveau exceptionnel. Je préfère un imparfait qui existe qu'un parfait qui n'existe jamais. Et je pense que c'est bien meilleur, enfin c'est bien mieux d'être bon en vente que d'être bon dans ce que tu fais. C'est triste à dire. Eh bien écoute, ouais, effectivement, à 19 ans, je venais de faire un mois d'intérim. J'avais 1000 € de côté. Je me suis dit, allez, j'achète une caméra. Donc j'achète ma première caméra. Je décide de me former à l'époque avec un vidéaste dont j'admirais le travail. Je me forme aussi en marketing, vente, acquisition client. Et un mois et demi, 2 mois plus tard, alors que je suis passé d'un niveau 1 sur 20 à, on va dire 14 sur 20 en vidéo, je contacte L'Oréal et je finis par travailler avec eux directement. C'est lourd et t'avais quoi comme projet pour eux? Alors j'ai fait de la communication externe et interne, ça veut dire des vidéos où j'allais sur Paris directement dans leurs beaux locaux et je filmais pendant 1 ou 2 jours. Le but c'était de faire des vidéos pour leur salon, pour leurs clients à l'international, pour présenter un petit peu leurs nouvelles innovations tout simplement. Ok, magnifique. Et dis-nous, parce que je crois que enfin, t'as commencé très tôt, si je me souviens bien, le montage ou en tout cas de filmer. Dis-nous un peu de par où t'as commencé, à quel âge, parce que je crois que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, carrément. Mais en gros, à l'époque, ce qui se passait, c'est que moi, je filmais avec mon iPhone 6S, mes copains en train de faire du skate, tout simplement. On était tous un peu bons en skate. On faisait aussi de la trottinette freestyle. Et Ok. moi, j'étais peut-être le gars qui finissait par tout le temps les filmer, en fait. Donc, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que je faisais aussi les montages chez moi. Les montages, je les faisais vraiment avec mon téléphone. Vraiment aucune compétence. Je mettais les plans à la suite et je mettais une musique. Je les mettais sur YouTube. Il y avait quelques vidéos qui avaient dépassé les quelques milliers de vues. Euh, donc c'était marrant. Puis après, j'ai toujours aimé créer, etc. Et comme je disais, ouais, c'est vraiment à 19 ans que je me suis dit, allez, j'essaye d'arrêter avec mon téléphone et d'acheter une caméra pour vraiment faire les vidéos que je voyais au cinéma ou sur YouTube, les vidéos un peu cinématiques. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de savoir faire ça. Donc, je me forme pareil avec un vidéaste à l'époque qui était très performant, un petit peu en avance sur le reste. Et, euh, et c'est parti comme ça, tout simplement. Magnifique. Donc t'as commencé avec le skate. Avec quel âge quand tu faisais du skate? J'avais 12 ans. 12 C'était ans. en Ok, donc cinquième. t'as démarré à 12 ans tout ce qui est le montage, enfin le filmer. Alors, ouais, en fait, c'est-à-dire que même à l'âge je sais pas, à l'âge de 8 ans, pour Ouais, te c'est ce donner que la tu m'avais histoire, dit, ouais. à l'âge de 8 ans, je faisais des vidéos Beyblade avec un pote. Donc on filmait même pas 8 ans, je sais même pas quel âge on avait, peut-être 7 ans quoi. On filmait nos toupies Beyblade, on les postait sur YouTube avec une musique. À l'époque, on s'est fait ban de YouTube parce qu'on mettait des musiques et que c'était interdit. Euh, Ok. donc voilà, ça c'était la première. Après, j'ai eu une deuxième chaîne YouTube où je faisais du Call of Duty. Mais pareil, ça a pas bien marché du tout, mais moi je m'en foutais, je postais une fois par semaine. J'avais un jour par semaine où j'étais seul chez moi le matin avant d'aller au collège. Et du coup, je filmais ma petite vidéo et je la postais sur YouTube. Ça, pareil, j'ai fini par arrêter. Puis, vidéo de skate en cinquième, je postais sur YouTube. Et en même temps, je faisais des vidéos sur les jeux Supercell, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars. Et j'avais été premier mondial sur Brawl Stars, sixième français sur Clash Royale. Bref, toutes ces Ok. trucs-là. Ce qui faisait que là, pour le coup, la chaîne YouTube a bien marché. J'ai fait des vidéos à plus de 200 000 vues. Je faisais des tutos tout simplement pour les gens, pour qu'ils soient meilleurs sur ces jeux-là. Et c'est vraiment, du coup, on va dire, 4 ans plus tard, alors que j'avais arrêté YouTube parce que en arrivant au lycée, etc., j'ai eu d'autres priorités dans la vie, on va dire. Enfin, j'ai décidé de vivre un peu la vie normale et d'arrêter Ouais. d'être derrière mon écran tout le temps. Que je me suis dit, allez, à 19 ans, du coup, je me lance vraiment enfin, j'essaye vraiment la vidéo, à l'époque, vraiment pour le plaisir. Et finalement, on m'a dit, essaye d'aller voir des clients, d'aller voir si tu peux avoir des clients. Et c'est là où, du coup, j'ai pu travailler avec L'Oréal, entre autres. Magnifique. Et t'étais vraiment l'archétype de la personne qui trouve sa voix très jeune. Comment t'expliques ça un peu? Parce que c'est assez, enfin du moins moi c'est assez rare je trouve. Ou en tout cas c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment de la passion directement et c'est magnifique. Mais comment t'expliques ça, tu vois, que à 7 ans tu te lances un peu dans ton futur métier, c'est dingue en vrai. Je pense que j'ai accepté dans ma vie de faire des choix sans être sûr qu'ils soient les bons. Parfois,
Je pense pas être comme ça sur tous les domaines. Mais c'est-à-dire que j'ai fait de la vidéo parce que ça me faisait kiffer. Après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait les études sup où dedans il y avait de la vidéo, mais pas que. Je faisais du web, de la communication, du marketing, du Ok, design ouais. graphique. Je faisais plein de choses parce que justement là, je savais pas trop où partir. Puis après, j'ai acheté ma caméra, je me suis formé et là, je me suis dit, allez, j'essaye. Ça se trouve dans 6 mois, je revends ma caméra parce que en fait, c'est pas fait pour moi, mais j'essaye. Et en fait, ça m'est tombé dessus parce que très vite, j'ai dû créer ma micro-entreprise parce que j'avais des clients qui voulaient travailler avec moi, quoi. Ouais. Donc j'ai juste essayé et même encore aujourd'hui, je me suis toujours dit, ça se trouve dans 2 ans, ça m'a saoulé et je changerai, tu vois. Ouais, t'es vraiment détaché, quoi. C'est assez dingue. Ouais. Et du coup, là, ça fait, t'avais 19 ans, là, t'as quel âge? J'ai euh, j'ai 25 ans demain. 25 ans de... Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Bah écoute, dis-nous, qu'est-ce que tu deviens, là, durant ces 6 dernières années, étant donné que dans tout ce qui est filmmaker, il y a beaucoup de demandes sur le marché, d'entrepreneurs qui recherchent des filmmakers. Donc, dis-nous un peu comment t'as roulé ta bosse durant ces 6 années. Ouais, bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on va dire que pendant 4 ans, j'ai pu travailler pendant 4 5 ans pour plusieurs marques. À la base, je faisais ça à côté de mes études. Je faisais 2 700 € de chiffre d'affaires par mois à côté de mes études. Donc, en travaillant vraiment 8 10 heures par semaine parce que j'étais passionné de mes études. Mhm. Puis après, je me suis lancé sur les études. Et en plusieurs années, je peux travailler pour L'Oréal, Mercedes, Perrier, la Fondation Bill Gates pour l'humanitaire, des chaînes de restauration comme Burger King, Basilic Co, l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, bref, plein de types de clients différents. Je développais mes compétences là-dedans. En même temps, j'avais recommencé une chaîne YouTube où je donnais des tutos à des vidéastes pour faire des meilleures vidéos. Ça a fait plusieurs dizaines de milliers de vues aussi, ça a bien marché. Et des personnes commençaient à me dire, est-ce que tu proposes des formations pour qu'on aille plus loin avec toi, parce qu'on aime bien ta philosophie. Moi, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, je me disais, non, non, franchement, j'y pensais pas du tout. Euh, donc, je préférais pour l'instant faire ça gratuitement sur YouTube, continuer, comme tu dis, à rouler ma bosse. Et Mhm. j'ai eu une proposition d'être intervenant en master audiovisuel à Lyon. Et à partir de là, je me suis dit, c'est soit je vais là-dedans, euh, ce qui est très intéressant aussi, soit en fait, j'ai peut-être, ça y est, le niveau de former des gens. Et du coup, depuis juin 2025, donc depuis 1 an et 1 mois, j'ai lancé ce que j'ai appelé les accompagnements vidéo premium. Des accompagnements qui permettent d'apprendre à faire des vidéos premium avec le moins de matériel possible et à trouver des clients aussi premium qui te payent bien, qui te font plaisir, parce Ouais. que c'est très important de se faire plaisir. Et donc, depuis 1 an et 1 mois, j'ai accompagné plus de 60 vidéastes dans leur activité pour tout simplement réaliser des meilleures vidéos dans un premier temps et aller trouver des clients dans ce domaine-là, parce que beaucoup ne savent pas vraiment comment trouver des Ouais, clients. c'est vrai, ouais. Et moi, je me suis formé là-dessus, bien sûr. Et donc, j'organise aussi des week-ends en présentiel où je les forme en présentiel directement. Ça, c'est dingue, ça. Honnêtement, Ouais. quand tu m'avais dit ça, j'étais vraiment surpris parce que ça venait vraiment. Là, c'est ça, on voit beaucoup de formations en ligne 100% digital, mais le fait que tu mettes des week-ends, je pense qu'ils doivent vraiment kiffer et ça doit vraiment être incroyable, en vrai. Ouais, en fait, ce qui est stylé, c'est que vraiment, là, pour en avoir fait un, du coup, au Sofitel Lyon-Bellecour, il y a 6 jours, là, ce qui est stylé, c'est que les personnes, vraiment, en une journée déjà, à la fin, ils se disent, putain, c'est incroyable, tu m'as débloqué tellement de trucs sur mes réglages sur Ouais, ma caméra, ça, ouais. sur mes réglages sur mon téléphone, sur mes mouvements de caméra pour être vraiment cinématographique et tout. Et après, le deuxième jour, ils sortent avec une vidéo finalisée, parce qu'en gros, on passe un jour sur le tournage le samedi et un jour sur le montage le dimanche. Ok. Et ils sortent le dimanche avec une vidéo de l'hôtel finalisée qu'ils Putain, peuvent ouais. utiliser pour leur portfolio, qu'ils peuvent aussi aller proposer à d'autres hôtels grâce à cette vidéo-là. Voilà, j'ai travaillé avec Sofitel, regardez la vidéo, je peux travailler avec vous aussi. Et franchement, ils ressortent limite des fois je me dis juste 2 jours, ça suffit pour apprendre Putain. vraiment un bon niveau en vidéo, quoi. Ouais, honnêtement, t'es trop chaud en vrai sur ça. Comment tu me parlais de vidéos premium, t'apprends les gens à faire des vidéos premium. C'est quoi la différence pour toi entre une vidéo premium et une vidéo moyenne? Parce que toi, tes vidéos, elles sont vraiment, elles marchent bien en plus sur les réseaux. Donc dis-nous un peu le cheat code entre les deux. Alors ouais, c'est une bonne question. En fait, premium, franchement, je l'ai utilisé parce que mes clients disaient tes vidéos elles font premium. Donc je me suis dit ok bon c'est un mot qui a l'air de plaire aux clients donc je vais l'utiliser. Je dirais que c'est des vidéos. Moi mon avis c'est que c'est des vidéos où tu vois pas de défauts techniques. C'est-à-dire où tu te dis pas putain ça tremble alors que c'est pas prévu.
Tu te dis le mouvement il est maîtrisé, tu te dis les couleurs, waouh, c'est pas les couleurs que je fais avec mon téléphone, c'est pas les Hmm. couleurs que je fais. Enfin, moi, j'arrive pas à faire ces couleurs-là avec ma caméra. Un débutant, tu vois, il sait pas faire les bonnes couleurs, Ouais. le bon style, etc. Moi, je dirais que c'est tout ça. Et après, évidemment, il y a le côté, là, tu m'as parlé de les vidéos marchent bien sur les réseaux, ça c'est encore autre chose. C'est Ouais. plutôt de la stratégie de comment faire en sorte que des vidéos marchent sur les réseaux. Et là, pareil, c'est encore d'autres stratégies. On va dire que moi, je leur apprends d'abord à faire des vidéos qui sont professionnels pour leurs clients. Et ensuite, je leur apprends aussi en même temps à développer des réseaux sociaux qui marchent pour que les clients viennent à eux directement. Hmm. Et bah, je pense que même si nous, notre audience sera plus des entrepreneurs, mais ça sera le cas aussi de ton audience, parce que c'est, entre guillemets, ils deviennent des entrepreneurs. C'est quoi ce que tu conseilles pour attirer des clients sur les réseaux sociaux avec tes talents de filmmaker? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Ben, moi, vraiment, le conseil que j'ai aujourd'hui, c'est de faire du contenu top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Mhm. Donc, c'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Donc, concrètement, top of the funnel, c'est des contenus qui vont faire des vues. Donc, le but là, c'est d'attirer des nouveaux abonnés, des commentaires, etc. Ensuite, on va faire des contenus middle of the funnel. En même temps, on fait tout en même temps, évidemment. Si on poste 3 fois par semaine, on va essayer d'en faire un de chaque semaine. Middle of the funnel, c'est des contenus qui vont éduquer le prospect à comprendre comment on travaille. Donc, qui vont donner envie de travailler avec nous, qui vont le projeter dans le travail avec nous. Et bottom of the funnel, c'est vraiment des contenus qui vont faire encore moins de vues. Mais par contre, c'est des vues très qualitatives et des personnes qui vont vouloir travailler avec nous et limite qui vont commenter Go pour travailler avec toi, qui vont t'envoyer un message directement parce que dans ces contenus-là, tu vas dire commande Go si tu veux que je te fasse un devis gratuit en message privé. Ouais. Euh, et donc, le combo de ces 3 contenus, moi, c'est ce qui m'a fait avoir beaucoup de clients, que ce soit dans la vidéo ou dans les accompagnements que je propose. Et encore, moi, je le fais pas parfaitement parce que pour l'instant, je suis tout seul dans mon activité. Je suis en train de recruter, enfin, on est 2 d'ailleurs, mais je suis en train de recruter une deuxième personne encore pour qu'on soit 3. Mais pour l'instant, quasiment tout seul, j'arrive pas à poster plus de. Là, la dernière fois que j'ai posté, c'est le 22 juin, tu vois. Donc, Ouais. c'est aussi que ça marche, c'est que j'ai plus besoin de poster. C'est ça aussi. Mais en tout cas, voilà, ce que je conseille pour percer sur les réseaux et avoir des clients, c'est de faire ces 3 types de contenus-là. Évidemment, c'est aussi poster le plus possible pour réduire la variance. La variance, c'est la part d'aléatoire dont on est victime sur les réseaux sociaux. C'est que tu peux faire une vidéo que tu crois qu'elle va Ouais, c'est percer. ça, ouais. En fait, pas forcément. Et du coup, il faut en faire le plus possible. Marvin Dia, il a très bien compris en postant 20 à 30 fois par jour. Ouais. Lui, il le dit lui-même, il dit, je suis pas bon en création de contenu, par contre, je poste 30 fois par jour, donc je sais qu'il y a quelques contenus qui vont marcher. C'est excellent, quoi. Hmm. Et comment, ça c'est intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça, parce que là tu vois le marché, toi Marvin ou que ce soit des Mathis Chloé, ils postent 30 à 40 fois par jour. Comment tu fais la bonne jauge entre quantité et qualité, toi? Moi, je pense que la bonne jauge, c'est de poster une fois par jour ou une fois tous les 3 jours. Je pense que quelqu'un comme Marvin Diaye, il a une courbe de rapport qualité-prix, on va dire, je sais pas comment on dit ça, Ok. qui augmente pas forcément au max parce qu'au bout d'un moment, quand tu postes 24 fois par jour, c'est pas le plus optimal. C'est-à-dire que ça se trouve, il posterait 8 fois par jour, il aurait déjà des très bons résultats. Mais il a encore des meilleurs résultats en postant 24, sauf que c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que je pense qu'il fait un peu moins enfin, le résultat par réel posté, il est moins bon. Par contre, Hmm. lui, il s'en fout. Il paye des gens pour faire ses contenus, ça lui prend plus de temps. Donc il s'en fout. Maintenant, si quelqu'un est tout seul dans son activité, je lui dirais poste une fois tous les jours ou une fois tous les 3 jours et déjà tu auras des résultats. Hmm, ouais. Donc pour toi c'est plus qualité que quantité, si je comprends bien. Ah, je pense que c'est un mélange des deux. En vrai, Ok. ça dépend aussi de ton activité. Moi, vu que je forme des vidéastes, je leur dis t'es obligé de faire un peu de la qualité. Ouais, Parce que ouais. clairement, quand moi, des prospects ils tombent sur mes vidéos, la première chose qu'ils me disent, c'est j'ai bien aimé la vidéo. Donc si je me filme avec mon téléphone parce que je me dis, vas-y, je poste 8 fois par jour, je pense que je perds aussi des clients, quoi. Hmm. Que dans mon cas, c'est compliqué. Mais dans beaucoup de cas, je dirais que plus tu postes, plus tu as des chances de percer, etc. Donc, Ouais, carrément. Et d'ailleurs, parce que Marvin, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il filme un événement. Tu vois, il filme un événement, ses conférences, et il en fait des dizaines et des dizaines de shorts. Toi, quand tu fais tes jours, ta journée, du coup, immersif, vous sortez avec combien? Vous sortez avec une vidéo ou avec plusieurs vidéos?
Alors moi, la journée immersive, chaque personne sort avec une vidéo de l'hôtel parce que moi, mon but, c'est de leur apprendre à faire une vidéo promotionnelle de Ouais. l'hôtel qui apparaîtra sur leur site web ou sur les écrans dans l'hôtel. Par contre, moi, si j'avais quelqu'un pour m'aider, je lui dirais, vas-y, viens, filme tout et on va sortir avec 30 contenus sur le week-end. Des contenus où on me voit travailler avec mes clients. Mais bon, là, pour l'instant, je le fais pas. Mais oui, si je voulais optimiser le fait que je puisse trouver des clients grâce à mes événements, je dirais à quelqu'un de mon entourage ou à un vidéaste, filme-moi et on va faire 30 contenus sur le week-end. Ah, ce serait Chaque fois que j'ai un extraordinaire. truc Ouais. intéressant, ça fait un contenu, quoi. Ah, ce serait vraiment dingue pour toi, parce que je pense que ça exploserait, ouais. Ouais, clairement, il faut que je le fasse, hein, vraiment, ce genre de truc. Mais là, je cherche à embaucher quelqu'un à temps plein qui fasse ce genre de truc, ouais. Ok, cool. Et du coup, toi, j'avais toujours vu ton as là. Si j'étais, enfin, je suis vidéaste et j'ai travaillé pour L'Oréal. C'est quoi l'art pour toi de capter les gens au niveau du hook? Parce que ta vidéo, ta publicité que tu avais fait, elle avait cartonné. Comment tu fais ça un peu, ou ce que tu apprends à tes élèves, sans nous rentrer dans les détails, mais comment tu fais un bon hook, toi, selon toi? Alors, pour la publicité, tu parles pour la publicité ou qu'en général? Moi, comme tu veux, je te laisse l'art d'aller où tu veux. Pour la publicité, pour le coup, moi je trouve que là c'est assez simple entre guillemets. Moi la publicité qui a le mieux marché, c'est une publicité où je cible directement mon client idéal. Mon client idéal, il est vidéaste et il veut s'améliorer en vidéo. Donc je crois que je crois que la publicité elle commence en disant si tu es vidéaste et que tu souhaites réaliser des vidéos premium, ta 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 ta. C'est Donc du ça, ouais. coup je cible et du coup toutes les personnes qui sont pas vidéastes ou qui souhaitent pas réaliser des vidéos premium, ils quittent la vidéo. Donc après Meta il cible bien, il les laisse qu'aux personnes qui ont l'air intéressées par ce Hmm. sujet. Donc là-dessus, c'est assez simple. Moi, je trouve que la méthode la plus simple, c'est de cibler immédiatement ton persona pour être sûr que les personnes qui voient ta vidéo, c'est des personnes potentiellement intéressées par ton service. Par exemple, j'ai accompagné des gens dans l'écriture de publicité pour des clients à eux. Là, j'avais quelqu'un qui aidait les écoles de danse grâce à des vidéos pour attirer plus de nouveaux inscrits. Mais pareil, je disais au début, cible directement. Tu as une école de danse et tu souhaites avoir plus d'inscrits l'année prochaine, cette Ouais. vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment moi, je fais des vidéos pour mes clients pour qu'ils développent plus leur clientèle, donc on l'écrit ensemble. Ça, c'est ça. Et après, moi, dans les vidéos que je fais pour des clients, en général, c'est des vidéos où il n'y a pas forcément de parole, c'est des vidéos corporate, Ok. euh, des vidéos d'événements, etc. Donc, il n'y a pas. Ah ouais, ouais. C'est plus des hooks visuels en fait où je mets mes meilleures images dès le début pour donner envie de rester sur la vidéo. Et après pour les réels Instagram, etc. Oui, on essaye d'avoir une phrase choc au début, quelque chose. Moi, j'aime bien le pattern interrupt. C'est le fait de direct la personne elle scroll et tu lui dis un Ouais. truc. Moi, mon truc qui a le mieux marché, c'est de commencer par arrête. Tu vois, arrête de faire ça. Arrête de. Moi, ma vidéo qui a le mieux marché, c'est une vidéo où je fais un petit tuto sur comment finir une musique dans un Ah ouais. montage vidéo. C'est un peu technique. Mais je lui dis arrête de finir tes musiques comme ça. Elle a fait 500 000 vues, un peu plus même, Sympa. sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Voilà. Magnifique. Et j'avais une question par rapport à ça, par rapport au hook. Tu penses c'est quoi le pourcentage entre la qualité, ce que tu apprends à tes élèves, mais tu as quand même aussi la partie marketing que tu leur apprends aussi, donc écriture, le fond du script. C'est quoi pour toi la jauge entre avoir une vidéo, tu vois, de qualité extraordinaire et avoir un script aussi extraordinaire? C'est quoi ce que tu conseilles à tes élèves qui démarrent pour vraiment avoir des clients sur les réseaux sociaux? Alors, déjà, encore une fois, si c'est que pour faire des vidéos pour des clients, des vidéos par exemple pour un hôtel, ou c'est juste faire une vidéo pour leur site web, moi je trouve que c'est la qualité de la vidéo le plus important. Mhm. Ouais. Vraiment, mais à 200% quoi. Ok. J'ai même toujours moi dit, enfin j'ai toujours dit que raconter une histoire avec une vidéo, c'est même pas indispensable quand tu fais une vidéo pour un client qui a juste pour but d'être belle. Par contre, oui, sur Instagram, etc. La question c'est est-ce que c'est la qualité ou le script le plus important? C'est le script le plus important. C'est que ce que tu racontes, c'est intéressant. La preuve aujourd'hui, la plupart des contenus sur les réseaux sociaux, même du Marvin Diaye, parfois il se filme juste avec son téléphone dans son Mhm. taxi et il explique un concept, tu vois. Donc là, aujourd'hui, c'est ça le plus important. En tant que vidéaste, je trouve quand même que c'est bien s'il y a un minimum de qualité sur les Ouais. sous-titres, sur la couleur, etc. Comme ça, tu attires des clients qui comprennent aussi ta qualité. Je trouve que ça, c'est important. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas vidéaste, embêtez-vous pas, hein. Pour moi,
L'investissement de temps que vous allez mettre à essayer d'avoir une très très bonne qualité n'est pas indispensable. Je pense quand même que si tu proposes je sais pas, si tu proposes du coaching sportif premium, je trouve que si tu as une bonne qualité vidéo, Ouais. ça te démarque quand même vraiment des autres. Donc là, je le recommanderais quand même. Mais je préfère un imparfait qui existe qu'un parfait qui n'existe jamais. Hmm. Euh, et donc, si tu crées jamais parce que tu te dis, il faut que j'ai une bonne caméra, faut que je loue un studio pour avoir un bel endroit, et que tu finis par jamais créer, il vaut mieux que tu crées avec ton téléphone, quoi. Carrément, ouais. Et tu dois voir toute la journée des vidéos sur ton feed. Comment tu t'évalues un peu le marché, que ce soit sur Instagram au niveau leur compétence de filmer. Tu dis comment de filmmaker, c'est ça? Tu dis Ouais, ça, de filmmaker. filmmaker, ouais. Comment t'évalues un peu ce que tu dois en voir toute la journée? Tu pètes ton crâne ou ça va, le niveau il est pas si affreux que ça? Alors moi, je trouve que alors, le niveau sur Instagram n'est pas si affreux que ça parce que c'est quand même les meilleurs vidéastes qui performent en général. Par contre, je Ok. trouve que dans le milieu de la vidéo aujourd'hui et des vidéastes, 90% n'ont pas un niveau incroyable. Et c'est pour ça que je suis confiant dans le fait que je peux accompagner des gens à faire des meilleures vidéos. Parce que même, là, tu vois, j'étais à l'hôtel Sofitel ce week-end, il y a une vidéo qui tourne sur leur écran. Moi, je la vois, je vois plein de défauts. Alors que c'est une agence qui a peut-être été payée 15 000 euros pour faire la vidéo, tu vois. Ah, c'est Et, dingue. et je vois plein de défauts. Et moi, je leur dis à mes élèves, quand ils arrivent, je leur dis, on va faire mieux que ça. Alors, demain, là, vous allez sortir avec mieux que ça. Et je le pense vraiment. Et donc aujourd'hui, je pense que 90% des vidéastes n'ont pas un niveau exceptionnel. C'est pas grave, hein. Tant mieux pour eux si ça marche. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'améliorer. Et voilà. Mais sur Instagram, les vidéos qui percent le plus, généralement, enfin moi, les vidéos que je vois le plus, en tout cas avec mon algorithme, elles sont qualitatives parce que celles qui Ouais. le sont pas, je les vois pas. Puis c'est ton algorithme aussi, je pense. Voilà, Parce que c'est ça. moi aussi, des fois, il y a des vidéos assez brutes. Ah oui, clairement. Clairement. Et c'est quoi pour toi les erreurs? Tu nous parlais d'erreurs. C'est quoi pour toi les erreurs les plus fréquentes que tu vois du coup? Alors, sur Instagram, on va dire, sur des vidéos Instagram facecam, c'est beaucoup les sous-titres. Je trouve qu'il y a des vraies erreurs sur les sous-titres, ils sont pas beaux, les polices sont pas belles, ça fait Hmm. pas premium, etc. Ça peut être la qualité du son, mais c'est pas dramatique, mais il faut mieux avoir des petits micros là, quoi, simplement pour... là, tu perds en audience si t'as pas une qualité sonore qui marche. Et après, ça va être, tu vois, il y a un truc qui est beaucoup dit en ce moment sur les réseaux, de pas filmer avec un fond blanc derrière soi, parce que ça ne donne aucune profondeur, c'est pas très beau visuellement. Donc moi, j'essaie toujours de dire, essayez d'avoir un fond, même s'il est flou, parce que tu sais, tu peux mettre du flou sur l'iPhone Hmm. ou sur ta vidéo, même s'il est flou, essayez d'avoir un fond qui est assez loin, il y a des détails qui peuvent être jolis quand tu les floutes. Hmm. Ça, et après, moi, sur les vidéos, par exemple, vidéo de l'hôtel là que je vois dans l'hôtel quand j'arrive et où je me dis waouh, c'est pas très dingue quand même, il y a plein d'erreurs. Ça va être la stabilité des plans. Donc c'est-à-dire que les plans tremblent, Ouais. ce qui moi je trouve choquant pour une agence qui est payée 15 000 euros pour faire la vidéo. Ça va être des plans qui sont flous, c'est-à-dire que la mise au point a mal été faite. Putain, ouais. Ok, ouais. Ça va être des. Après là, c'est du détail, mais ça va être des mouvements de caméra qui sont objectivement pas très beaux. Ça va Hmm. être des cadrages qui sont pas beaux ou je sais pas, c'est comme si là j'étais coupé. Si là je te regardais en étant coupé là, ben, c'est pas très beau, Ouais. quoi. Ok, ouais. Ouais. C'est intéressant du coup le fond, parce que avant je prenais énormément d'appels. Comment là tu jugerais comment mon fond du coup il y a pas trop de profondeur là. Comment tu jugerais un peu le fond? C'est une bonne question. J'aime bien ces questions parce que tu vois, là, j'ai déménagé justement. La première chose que je me suis dit, c'est pour. Alors là, c'est pas chez moi, hein. Donc là, c'est pas parfait, même si on s'en fout. Mais je me suis dit, quand j'ai déménagé, il faut que je place mon bureau pour que mon écran, enfin, pour que ma webcam, il y a un beau fond, quoi. Donc j'ai Ouais. tout de suite travaillé ça parce que je me suis dit, en fait, la valeur perçue que tu as, si tu as un beau fond, ça joue quand même. Vraiment, je le pense vraiment. Hmm. C'est-à-dire que si tu vends un service où tu dis je vais vous apprendre à trouver des clients et à gagner 5 000 euros par mois avec votre activité et que derrière toi, c'est ta chambre, peut-être que ça fait pas très sérieux, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Toi, dans ton cas, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, il n'y a rien de choquant, hein. Franchement, ça va très bien. T'es face à un mur. Je veux dire, il y a rien de choquant. C'est juste que tu pourrais aussi, Bah, tu peux imagine, y aller, hein. Tu peux y aller. en fait, imagine juste, si on fait le contraire opposé, tu es à New York dans une tour au 50e étage et le fond de ta visio, c'est une baie vitrée avec vue sur la ville. Et là, on se dit, ah ouais, Timothée, il rigole pas, il va m'apprendre quelque chose de sérieux parce qu'il a un fond incroyable.
C'est Enfin, ça, dingue, hein. juste, on le comprend, on se dit, ah ouais, enfin, il gagne bien sa vie pour être là-bas, putain, il a une belle vue, c'est inspirant, etc. Donc on a plus envie de travailler avec toi, je dirais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison, ouais. Sur les C'est vrai que moi, visios, ce que... Ouais, Ouais, dis-moi. dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, je te laisse aller dire. Sur les visios, je conseille, moi, de flouter un peu le fond. Là, je crois, tu vois, la première chose que je me suis dit, c'est je crois qu'on peut pas le faire là, sur ce logiciel-là. Et tu vois, j'aurais conseillé de flouter un peu le fond, ça fait joli. Et voilà, et pas forcément mettre un fond tout fait, là, je sais pas quoi. Ça, je trouve que c'est un peu cheap. Ouais, moi, j'aime pas trop. Après, je suis pas vidéaste, mais c'est vrai que j'aime pas trop les fonds Ah, comme mais ça. c'est ça. Après, voilà, comme la plupart des gens sont pas vidéastes, donc ils vont pas être trop chiants, mais tu vois, vraiment, ça se joue tellement de. C'est Clairement, un ouais. fond, c'est un fond qui est inspirant, où on voit un bel appart, où on voit des beaux Hmm. bureaux, etc. Ça joue, quoi, pour. 100%, ouais. Ouais, c'est dingue. Et pour moi, tu vois, quand là, je commence vraiment à filmer du contenu, c'est une des barrières qui sont, et je pense que c'est le cas aussi de, de pas mal d'entrepreneurs ou même que ce soit tes clients, qui, on n'a pas forcément, tu vois, de fonds tel un studio de podcast, ou un studio chez nous, quoi, dans notre appart ou dans notre maison, peu importe. Comment tu dirais, quel conseil tu pourrais donner aux personnes voilà, qui n'ont pas un fond de dingue, quoi, qui n'ont pas une vue par exemple sur New York ou sur d'autres endroits, tu vois? Quel conseil tu pourrais donner toi par rapport à ça? Alors, moi, tu vois, avant que je déménage, j'étais dans un studio 25 mètres carrés parce que même si je commençais à gagner ma vie, j'avais la flemme de déménager. C'était un truc qui était une charge mentale pour moi. Mhm. Euh, Ce que je faisais, c'est que déjà, je shootais le fond, effectivement. Je faisais en sorte, j'ai mis des petites lumières en fond pour qu'il y ait un petit style. J'avais mis aussi des photos que j'avais fait moi en fond sur un mur. C'est-à-dire que je les avais Mhm. encadrées. Je les avais encadrées, puis je les avais mis dans le fond. Donc au moins, ça disait, ok, ça se voit qu'il est photographe. Ok, il y a des petites lumières un peu jolies, etc. Ce que je peux conseiller, idéalement, moi, tu vois, je le faisais pas, mais enfin si, j'avais un deuxième écran que je mettais en blanc généralement pour m'éclairer. Et Ok. comme ça faisait un petit style légèrement. Il y en a, je sais, qui font des visios avec, tu sais, une ring light Ah au-dessus ouais. de leur écran. Et ça fait tout de suite plus pro quand même. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire. Et après, dans ton cas, je sais pas comment est l'autre bout de la pièce, mais je me serais mis dans l'autre sens peut-être pour pas Ouais, avoir un ok, mur ouais. derrière. Mais franchement, ça reste du détail hein, quand même. Surtout, enfin moi je suis vidéaste donc c'est important. Pour d'autres gens, c'est peut-être pas le plus important, tu vois. Ouais, après, je pense que t'as raison, tu vois, si tu vends, c'est toujours mieux d'avoir un beau fond, t'as toujours plus envie de travailler avec quelqu'un qui a un beau fond que quelqu'un derrière, il a il en a de partout, il a des affaires de partout, c'est normal, ça, c'est logique. Là, toi, ce que tu pourrais faire sur le mur, je sais pas, c'est mettre sur le mur derrière, mettre soit des photos que tu trouves belles, soit je sais que moi je faisais des visios, à un moment je me faisais accompagner sur justement comment faire des vidéos réseaux sociaux avec du storytelling qui marche mieux. Je me suis aussi formé là-dessus. Et le gars derrière, il avait des citations qu'il aimait bien sur son mur, tu Ah vois. ouais. Donc Mais ça toi, jouait un peu sur sa valeur perçue, je trouve. carrément, ouais. Mais toi, tu vois, tu me disais que t'étais dans un studio, mais comme quoi, même avec un studio, tes vidéos, elles étaient vraiment très, très, très propres, quoi. Ah oui, bah, tu vois, ouais, sur les publicités, pour le coup, je faisais très attention. Ouais, tu l'as peut-être vu. Ça avait beau être mon studio pour te dire, mon trépied était posé sur mon lit, mais personne ne le sait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et derrière, j'avais mis mon écran avec des trucs beaux. Je m'étais bien éclairé. Ouais, franchement, c'était beau. Normalement, ça se voit pas que je suis dans un studio, tu vois. Clairement, ouais. Clairement, ouais, ça se voyait pas du tout. Et d'ailleurs, tu l'as pensé à tes clients de, malgré, tu vois, que le trépied, il est sur le lit, à avoir un bon fond, malgré que, voilà, on n'est pas tous, enfin, on n'a pas tous encore la chance d'avoir un building, mais tu l'as pensé à tes clients de, voilà, d'avoir un bon fond, finalement, avec les moyens du bord. Ouais, je leur apprends effectivement à faire une belle interview malgré tout. En gros, ce que j'appelle une interview, quoi. Malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir, un petit espace. Je l'apprends à placer la caméra le plus loin possible pour qu'on puisse zoomer. Je dis après Hmm. de mettre le sujet que vous interviewez le plus loin possible du mur pour que le mur se détache. Voilà, il y a plein de petits conseils d'éclairage, mettre des petites lumières. Moi, j'avais des lumières LED derrière. Ouais. Sur mes écrans, je mettais, tu vois, pour storyteller un peu, je mettais une timeline de montage, tu vois, sur mes pubs. Derrière, il y a une timeline de montage Ouais, pour qu'on ok. comprenne que je parle de ce sujet-là. Il y a plein de trucs à faire, effectivement, quoi. Carrément, ouais. Je vais prendre note pour le prochain, pour le prochain podcast. Je vais changer le fond. Et tu parles ça fait longtemps que tu me parles de storytelling. C'est quoi pour toi l'importance du storytelling dans des bonnes vidéos? Tout simplement, je te laisse. Ouais.
Ben moi, ouais, effectivement, je me suis formé avec Tristan Vincent. Je sais pas si tu connais, c'est un gars Ouais, sur. je connais, ouais, j'ai déjà vu ces vidéos. Ouais, voilà, je me suis formé en storytelling avec lui parce que, enfin, entre autres, quoi, parce que je trouve que pour le coup, il était très bon. Hein, il y a un moment où je faisais une vidéo par semaine pour raconter mon quotidien de vidéaste, et du coup, j'écrivais les vidéos avec lui. Et le jour où j'ai pris sa formation, le lendemain, ma vidéo, elle a fait 50 000 vues, alors que jusque-là, je faisais 3 000 vues. Donc après, elles n'ont pas toutes percé comme ça, mais en tout cas, c'était hyper drôle. Et donc, un bon storytelling, c'est quelque chose qui te rend curieux de connaître le tout et qui aussi pour moi, raconte une histoire et là, dans mon cas, il y avait un côté personal brand. C'est-à-dire que, alors, il faudrait que je retrouve, mais je crois que je peux m'en rappeler. Quand je faisais ces vidéos-là, le but, c'était d'abord d'avoir un hook qui disait, par exemple, moi, la vidéo qui avait marché, c'est j'étais allé voir un film au cinéma et Ouais, je m'en souviens. voilà, je raconte ce que j'étais allé voir au cinéma. Donc, le hook, c'était, je suis allé voir un film au cinéma et j'ai fini par en pleurer. Ce qui était quasiment vrai, bref, voilà. Donc ça, c'était le hook. Ensuite, je raconte, la deuxième étape, c'était de raconter tout ce qui est arrivé. Alors voilà, je vais au cinéma, je vois le film, et en fait, je me rends compte que ça. Donc après, tu racontes la leçon que tu en as tirée. Alors putain, ouais, j'explique très Ouais, mal. non, mais t'inquiète, mais ouais, c'est la leçon. Et ok. De toute façon, Si tu veux, si tu veux, vas-y, je te on. retrouve ça en 2 secondes. Attends. Tac. C'est bon, j'ai trouvé. Donc le schéma en 4 questions. Le premier, c'était quel est l'événement marquant. Donc là, effectivement, c'est le hook. L'événement marquant, c'est je suis allé voir un film qui m'a fait pleurer. Deuxième étape, qu'est-ce qui a rendu ce moment spécial. Donc là, tu racontes les détails de l'histoire. Ben là, j'ai vu là dans le film, il y a un moment où il fait ça, il y a un moment où il fait ça. Je trouve que c'est quand même incroyable. Tac. Troisième étape, quelles émotions tu as ressenties. Alors franchement, quand j'ai vu ce film, enfin, ça m'a tué, quoi. Le soir, j'arrivais plus à rentrer chez moi normalement. J'y ai pensé tout le retour. Tu vois, là, j'ai n'importe quoi, hein. Et Mhm. quatrième étape, quelle est la leçon de vie que tu en tires? Ben franchement, ça m'a appris que faut que je fasse attention à mes amis, etc. J'en sais rien. Et après, cinquième étape, c'était le call to action. Abonne-toi, par exemple, abonne-toi pour suivre mon quotidien de vidéaste. Donc ça, par exemple, c'était un schéma d'écriture de storytelling qui marchait bien parce qu'en plus, ça donnait un personal brand de je vous explique comment moi j'ai ressenti l'expérience que je vous raconte. Et donc moi j'écris toutes mes vidéos avec ce schéma-là quasiment. Quand c'est des vidéos où je raconte un truc qui m'est arrivé, tu vois. Ouais. Je sais pas, je pourrais Ouais. faire une vidéo, tu vois, je pourrais faire une vidéo où je raconte l'interview qu'on est en train de faire. Je pourrais dire voilà, j'ai fait une interview avec Tim, t'as quel âge? Là, je viens d'avoir 20 ans, tiens. Et voilà, j'ai fait une interview avec Tim qui a à peine 20 ans et voilà, tac, ça c'est l'événement marquant. Qu'est-ce qui a rendu ce moment spécial? On a passé 1 heure ensemble, c'était hyper fun. On a tous les deux appris beaucoup sur l'autre, etc. Quelles émotions tu as ressenties? Ben, franchement, c'était une fierté et un moment hors du temps. Enfin, j'ai n'importe quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Et pour toi, c'est important le storytelling de le mettre. Tu pourras dire aussi ce que si tu le conseilles aussi à tes clients que tu accompagnes, qui, pareil, parce que toi, tes clients, ils sont débutants, c'est ça? Alors, soit il y en a 70% qui sont débutants, 30% qui gagnent déjà leur vie mais qui veulent aller plus loin. Ok. Donc pour ceux qui sont débutants, parce que nous aussi, je pense que, enfin, même ce sera en dessous, tous ces entrepreneurs, je pense, qui nous regardent, bah, ils sont vraiment débutants aussi dans bah, c'est pas leur métier. Ok. Pour toi, c'est réellement important au début quand tu démarres d'avoir un bon storytelling dans tes vidéos sur Instagram. Hein, je parle pas Ouais, sur si tu ouais, bien fais des sûr. vraiment vidéos quali, très quali. Là, sur Instagram, je trouve que, au-delà du fait de faire des contenus, comme on l'a dit, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, le storytelling, ouais, c'est extrêmement important et avoir un personal branding. Je dis toujours, Hmm. moi, à mes clients, au début, ils arrivent, ils ont, je sais pas, leur Instagram, c'est écrit Team Production. Tu vois, par exemple. Toi, tu aurais Mhm. créé un Instagram Team Production. Je leur dis déjà, lâche-moi ça, appelle-toi, enfin, moi, dans mon cas, appelle-toi Nicolas Piton sur Instagram parce que tu as besoin de mettre du personal branding pour trouver des clients au début. Vraiment, c'est indispensable. Ouais. Je dis aussi, si tu rencontres quelqu'un à un événement, il va taper quoi sur Instagram demain quand il va vouloir retrouver ta boîte, mais il va taper ton prénom, nom, quoi. Donc Hmm. si tu as écrit quelque chose NP Production, bah, il va jamais te retrouver, tu vas Ouais, perdre un 100%, client. ouais. C'est un drame, quoi. Hmm. Donc déjà ça, et ensuite je leur dis oui, le storytelling c'est important parce que les personnes elles travaillent pas qu'avec des compétences, enfin elles travaillent pas que avec quelqu'un pour ses compétences, mais aussi pour sa personnalité. Et moi vraiment, à chaque fois je leur dis pourquoi tu veux travailler avec moi parce que enfin bref, je m'intéresse toujours à ça. Ben, la plupart du temps c'est parce qu'ils ont dit bah
en plus des vidéos qualitatives que tu faisais, t'avais l'air cool. Parce qu'en fait, je raconte, enfin sur Instagram, je parle aussi de moi, légèrement, tu vois, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi, je pense, mais légèrement, tu vois, quand je faisais ces Mm. vidéos-là une fois par semaine, ça raconte, c'est du personal branding où je donne un petit peu de ma personne et où je montre ma personnalité. Et donc, on a plus envie de travailler avec moi. Aujourd'hui, ouais, le storytelling est juste. Enfin, le storytelling pour moi, c'est hyper important parce que si tu parles un peu de toi, on a encore plus envie de travailler avec toi et ça te Mm. permet. Et on a plus envie aussi de s'abonner à ton compte. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des millions de vues sur Instagram, mais qui parlent pas d'eux et qui ont 1000 abonnés, tu vois. Parce que t'as beau voir un contenu qui t'a fait rire ou quoi, si derrière tu cliques sur Instagram et qu'il n'y a aucun contenu où la personne parle un peu d'elle, où il y a un peu de storytelling, ben tu vas pas t'abonner. Mm. Et ça sert à rien. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Il y en a, ils font des millions de vues, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de followers. C'est quoi la différence pour toi entre storytelling et personal branding? Ça, c'est une bonne question. Euh, Storytelling, c'est le fait de faire attention à comment tu racontes une histoire, je dirais. Là, tu vois, ça se trouve, je n'ai pas la bonne définition, mais faire attention à comment tu racontes une histoire, c'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui fait du mauvais storytelling, il pourrait dire, bah, j'ai fait une interview ce matin avec Tim, on a parlé de ça, 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 franchement, c'était intéressant, ta, ta. Bon, là, il fera peut-être 50 vues sur Instagram. Par contre, s'il le raconte avec un bon schéma Ouais. pour hook le viewer et pour lui donner envie de regarder toute la vidéo, parce qu'à la fin, je vais lui dire une leçon de vie que j'en ai tirée de cette vidéo-là, et qu'il le sent toute la vidéo, qu'il a besoin de savoir la suite, bah là, directement, je vais faire peut-être 10 000 vues, parce que j'ai eu un bon storytelling. Et après, le deuxième truc, c'était le personal branding. Personal branding, pour moi, c'est de montrer que tu es différent des autres, Ok, que, ouais. que ça, enfin, montrer tes valeurs pour le travail. Moi, par exemple, ce que je dis souvent, c'est je suis pas drivé que par l'argent. C'est-à-dire que je vous apprends à faire des vidéos qualitatives, à être heureux avec les clients avec qui vous travaillez et pas juste à gagner 7 000 € par mois. Et ça, quand ils viennent me voir, ils me disent bah, j'aime bien aussi le côté où tu as l'air passionné par ce que tu fais et que tu fais pas ça que pour l'argent. Donc, c'est une décision que j'ai prise de dire moi, dans mes valeurs, je suis pas là que pour Ouais. l'argent. Par contre, je vais aussi perdre des gens là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire moi, Nicolas, il y a que l'argent qui m'intéresse dans la vidéo. Donc, tu m'intéresses pas, quoi. Je n'ai Ouais. pas envie de travailler avec toi. Et effectivement, j'ai que des gens qui sont plutôt passionnés par la vidéo parce que je pense que je transmets plus à un truc de je veux 100%. travailler avec des gens qui sont passionnés par la vidéo. Et donc le personal branding, c'est faire des choix qui te font perdre des gens, mais qui font en sorte aussi que des personnes aient 100% envie de travailler avec toi. Si tu Hmm. restes trop lisse, tout le monde aura peut-être un peu envie de travailler avec toi, mais pas suffisamment pour te payer, tu vois. D'accord, ouais. Ouais, c'est hyper pertinent et du coup, c'est par rapport à tes valeurs, tu filtres des gens. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Parce que il y a sûrement plein de filmmakers, il y a sûrement aussi plein d'entrepreneurs, par exemple des coachs, tu vois, on en a énormément. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour, bah, du coup, ne plus être lisse et vraiment faire ressortir, être différent avec ton personal branding dans un marché où il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux? Moi, je conseille déjà d'être soi-même, en fait, hein. Après, il y en a peut-être qui n'ont pas une personnalité forte de base, donc c'est peut-être plus compliqué. Mais je conseille d'être soi-même parce que je pense que à partir du moment où tu es toi-même, tu élimines des gens aussi naturellement, pas tout le monde Ouais, souhaite t'as aider. raison. Ouais. Donc ça crée un personal branding d'être soi-même. Je conseille de montrer que tu prends du plaisir dans ce que tu fais. À partir du moment où tu prends du plaisir dans ton métier, naturellement, ça fera un personal branding. Là, moi, je vois les photographes, tu sais, il y a des photographes, je sais pas si tu as déjà vu, qui montrent un peu les backstage de leur journée de photographe de mariage. Bah, tu vois, je sais pas, tu sais, ils ont une caméra 360 sur leur tête et Ok. ils montrent un petit peu les backstage. Bah, c'est les gens qui kiffent, qui disent vas-y, faites un sourire pour la caméra, Ouais, ok. blablabla, ta, ta. Et là, on se dit ok, là, Carmen, elle a l'air sympa, j'ai envie qu'elle vienne être photographe de mon mariage parce que regarde, on rigole bien, elle a l'air sympa, elle kiffe son métier. Ça, c'est du personal branding. Et pourtant, elle élimine personne en faisant ça, tu vois. Hmm. Et juste, elle kiffe son truc, elle le monte sur les réseaux. Et elle n'est pas juste là à dire bon, bah, je fais de la photographie de mariage. Ouais. Si vous cherchez un photographe pour votre prochain événement, envoyez-moi un message. Non, on voit qu'elle kiffe son truc. On voit que quand on travaille avec elle, on vit une belle expérience. Ça, c'est déjà du personal branding. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et bah là, il me vient une question, et t'as déjà travaillé avec des entrepreneurs, donc faut être authentique, mais c'est pas facile pour tout le monde, je pense, d'être authentique à la caméra. Comment tu aides, même pour les personnes d'ailleurs,
qui sont figurants dans tes vidéos premium que tu fais, comment tu les aides vraiment à être à l'aise devant la caméra? Parce que je pense que tu dois le voir, mais il y a beaucoup de coachs qui, bah, c'est pas leur métier, donc ils allument leur caméra, ça, c'est vraiment c'est horrible. Enfin, ils sont pas dans le bon personnage. Comment tu conseillerais à des personnes, ou comment tu vois les choses toi par rapport à ça, d'être à l'aise vraiment devant la caméra? Ouais, c'est vrai, hein, parce que la plupart des personnes que j'accompagne, effectivement, ils ont un gros blocage avec le fait de se filmer, quoi. Je pense qu'il faut prendre l'habitude. Moi, effectivement, je filme des vidéos depuis l'âge de 8 ans. Ok. Donc voilà. Mais par contre, j'ai pas toujours été à l'aise devant la caméra, hein. J'ai toujours été derrière à la base. Par contre, on va dire que ce que je conseille, c'est peut-être de se filmer tout seul. Alors, en fait, je peux conseiller deux. Déjà, si tu te filmes tout seul, moi, je sais que ça m'aide parce qu'au moins, il y a personne qui me juge en même temps. Je fais ce Hmm. que je veux. Il y a aussi des gens qui disent, j'ai envie qu'un ami il vienne tourner avec moi. Je sais que par exemple Sylvain, je trouve que ce qui était marrant, moi j'avais tiré une bonne leçon, c'est que lui il aime pas filmer des contenus, je pense, il aime pas spécialement, tu vois. Hmm. Par contre, il disait, et je trouve ça hyper fort, il disait, je vais venir avec des potes, enfin tu vois, il venait avec Alexis à l'époque. Non, pas avec Alexis, avec Baptiste, pardon. Et il disait, on va s'amuser, quoi. On va tourner des vidéos en rigolant. Et du coup, ça faisait qu'il était à l'aise devant la caméra parce qu'il avait son pote à côté qui le faisait rire. Donc Ouais. je dirais que le plus important, c'est de kiffer le moment. Et si tu kiffes pas de filmer devant une caméra, fais en sorte que ce soit kiffant. Hmm. C'est-à-dire, tu vois, si tu kiffes pas de filmer devant la caméra, mais que tu kiffes, c'est aller faire de la randonnée en montagne, ben va en randonnée en montagne et va te filmer là-haut, tu vois. Clairement, ouais. C'est lourd, ça, ce que tu dis, ouais. Et ça, je l'ai compris récemment, hein, parce que là, je commence vraiment à créer du contenu. Et tu vois, moi aussi, je préfère créer du contenu, que ce soit sur les podcasts ou à plusieurs. Je trouve que c'est plus, bah, vu que je suis quelqu'un d'assez social, tu vois, je trouve que c'est plus sympa et je prends Ouais. plus de plaisir. Mais après, en vrai, le fait, ouais, comme tu dis, si vous aimez marcher, prenez votre caméra ou votre téléphone et allez marcher, c'est vraiment bien. Tu vois, il y en a, maintenant, en vrai, on le voit, il y en a qui le font en cuisinant. Ils font du Ouais. contenu en cuisinant. Il y en a, ils font en jouant, faisant du foot, du sport. Enfin, c'est lunaire et c'est ce qui marche, tu vois, parce que tu allies ta personnalité à la caméra, En quoi. plus, Donc, ouais, ça raconte quelque chose sur toi. Ok, ah ouais, il aime marcher, il aime cuisiner en plus. Ça crée un personnage branding. Mais pour moi, ce que je dirais, c'est vraiment, faites-vous plaisir quand vous faites vos contenus. Si vous êtes hmm. là, dans votre chambre, et que vous filmez un contenu et que vous sentez que vous n'avez aucun plaisir, c'est qu'il faut changer quelque chose. Et là, comme tu l'as très bien dit, toi, tu aimes bien t'intéresser aux gens. Bah, dans ce cas-là, filme des interviews, ouais, et fais-en des contenus, tu vois, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'es peut-être plus naturel comme ça, tu vois. Il y a plein de choses, plein de solutions pour le faire, mais prenez du plaisir dans ce que vous faites et naturellement, vos contenus marcheront mieux. Ouais, ça se ressent. Ça se ressent. Et pour toi, l'effet plaisir, il marche aussi quand il lance des publicités, ou c'est un peu plus, voilà, millimétré. L'effet plaisir, comment tu le vois, toi, ou l'effet authentique, comment tu le vois sur les publicités? Alors, sur les publicités, effectivement, moi je trouve que, enfin là, pour les publicités Instagram que j'ai faites, c'est écrit enfin, c'est écrit sur un prompteur, Mhm. on lit bien parfaitement le truc. Donc, oui, là, on accepte que si ça nous fait pas plaisir, faut quand même le faire. Je Ok. pense qu'il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter de faire des choses qui nous déplaisent quand on est entrepreneur, je pense. Maintenant, je me dis toujours quand même, dans quoi qu'il arrive ce que je fais, essaye d'y prendre du plaisir. Donc quand je suis avec mon prompteur là, moi je suis là, j'ai le smile, je me dis vas-y, on se fait kiffer. Et c'est ce qui fait aussi que les gens, ils ont envie de cliquer sur le lien de la pub. Parce Ouais, qu'ils voient la 100%. pub et ils voient que je kiffe aussi. Alors qu'à la base, moi, tourner des pubs, ça me passionne pas. Enfin, tourner des pubs Hmm. pour moi-même, ça me passionne pas. Tu vois, tu passes 2 heures dans un studio à te répéter parce que tu as mal dit une phrase. Bref, c'est pas hyper passionnant. Mais il Ouais. faut y mettre du plaisir et ça se ressentira sur le résultat. Maintenant, les pubs, c'est encore un autre game. Je pense que, tu vois, Sylvain, par exemple, il va se faire plaisir en disant, vas-y, viens, on va dans la rue et on fait des vidéos drôles, tu vois. Il se fait Ouais. plaisir en jouant un médecin malade ou je sais plus quoi, là, sa pub qui avait bien marché. Bah, c'est ça qui Hmm. marche bien. C'est qu'il s'est fait plaisir en faisant des trucs drôles et c'est des pubs qui marchent au final. Carrément, ouais. Et j'ai vu que tu as tourné ces publicités, je pense que tu en tournes aussi pour d'autres entrepreneurs. C'est quoi le conseil un peu que tu peux donner aux entrepreneurs qui tournent des publicités, à part de travailler avec toi, et on mettra ton lien dans les commentaires, mais c'est un conseil par rapport à ça, tu leur donnerais quoi? Parce que tu fais des bonnes publicités qui marchent bien, donc c'est quoi Ouais. la secret sauce? Ouais, bah en vrai, il y a deux conseils, je dirais. Déjà, premier conseil, je fais que dire ça depuis tout à l'heure, mais je lui dis, à chaque fois que j'ai quelqu'un devant le prompteur qui est pas à l'aise au début, je lui dis, fais-toi plaisir, détente.
Vraiment, fais-toi plaisir. Je veux que ça se ressente, que tu kiffes ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est le premier conseil. Sylvain, je lui dis toujours que du kiff. Alors lui, c'est déjà très bien fait, hein, être à l'aise devant une caméra. Mais parfois, quand ça fait 20 minutes qu'on tourne et qu'il est fatigué, je lui dis, ah, rappelle-toi que du kiff. Ouais, c'est ma devise, tu vois, on se fait Mm. plaisir. Et deuxième chose, c'est parle à la caméra comme si tu racontais à un de tes prospects ce que tu lui proposes. Et vraiment, tu vois, Antonio, avec qui on a tourné des pubs, Ouais. c'est ce que je lui disais, lui, il avait plus de mal devant la caméra. Je lui disais, parle comme si tu parlais à un de tes prospects en visio, tu t'en sors très bien quand tu fais ça. Donc parle comme si. Et là, boum, direct, ah d'accord, il imagine que ce soit quelqu'un à qui il est en train de parler, et ça marche tout Mm. de suite mieux, quoi. Ouais, c'est vrai que les vidéastes, là, enfin, quand tu travailles avec des vidéastes, je pense, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent te coacher en direct, tu vois. Ouais, c'est-à-dire ils peuvent me coacher en direct, c'est-à-dire. C'est par exemple, là, comme tu le disais, tu vois, si t'as un coup de mou, il peut te dire, bah, tu vois, là, je te sens un peu plus mou, remets du plaisir, tu vois, tout ça que quand t'es seul face à ta caméra, c'est vrai que, bah, forcément, tu t'as pas ces retours-là, ces feedbacks-là, Ah ouais. et t'as pas envie non plus de te re-regarder. Là, moi, je sais que personnellement, quand je tourne une vidéo, je vais la re-regarder, mais ça me fait chier, tu vois. Ouais. Ah, mais t'as raison, c'est peut-être là où c'est intéressant d'avoir soit un vidéaste, soit un ami qui est avec toi, Mm. pour aussi, où tu lui dis, dis-moi bien si tu sens que j'ai plus l'énergie, il faut qu'il soit honnête avec toi. Parce qu'effectivement, si tu t'en rends compte après en faisant le montage qu'en fait t'avais plus d'énergie depuis 40 minutes et que tu l'avais pas remarqué, c'est bien d'avoir quelqu'un pour te redonner de l'énergie, ouais, je pense. Mais si tu, ouais, moi je tourne tout seul en général mes propres pubs parce que j'arrive à être objectif avec moi-même et à Ah, bien savoir sûr, si ouais. j'ai plus l'énergie. Mais effectivement, je pense que pour la plupart des gens, pour tourner des pubs, il vaut peut-être mieux qu'il y ait quelqu'un pour les driver, tu vois. Carrément. J'ai deux points à voir avec toi. Je pense que ça va être intéressant ce point-là. Et après, le dernier, c'est toujours la question signature que je pose. Mais celle-ci, c'est comment l'IA, toi, avec ton métier, ça a évolué? Allez, je te disais simplement, comment tu vois finalement avec l'IA, l'évolution du métier, filmmaker, monteur? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ouais, aujourd'hui, moi je trouve que en tant que vidéaste, filmmaker, on a quand même la chance que ça ne touche pas non plus à 100%. Aujourd'hui, moi, les vidéos que je fais pour des hôtels, par exemple, une IA peut pas le faire du tout. Ouais. Par contre, des contenus réseaux sociaux, là, on a Claude qui commence à arriver sur les logiciels de montage. On a des trucs qui existent depuis longtemps avec Submagic, par exemple. Euh, on a des trucs qui commencent à être puissants. Pour moi, il faut évidemment vraiment être à la page de ce qui se passe. Moi, Claude, là, je commence à vraiment me dire, pour les sous-titrages des vidéos un peu dynamiques, etc., j'ai l'impression que ça commence à être fort. Donc, il va falloir que je arrive là-dessus au bout d'un moment. Pour l'instant, c'est pas encore assez puissant pour moi. Donc, tranquille. Par contre, il y a un moment où il faudra s'en servir parce que quand Claude te montrera tes 10 réels du mois en quelques clics, parce qu'il saura automatiquement quelle image mettre, il saura Hmm. automatiquement comment faire des sous-titres dynamiques, etc. Il faudra le faire parce que sinon tu seras plus en bonne concurrence avec les autres vidéastes. Ouais. Mais, euh, mais l'IA, le truc, c'est que l'avantage, c'est qu'on a toujours besoin de filmer du réel. C'est-à-dire que si je filme un événement, une IA, elle peut pas le faire à ma place. Ouais, c'est Si, ça, ouais. si tu filmes un mariage, ben, une IA, elle peut pas le faire à ta place, quoi. 100%. Donc, on aura toujours besoin de filmer le réel. Par contre, c'est plus pour la post-production où ça va commencer à arriver, à mon avis. Et il faudra être prêt à ça. Mais je pense que ça va rendre, comme par exemple à l'époque avec les sous-titres automatiques, bah, du coup, tout le monde a commencé à faire des sous-titres un peu stylés. Tu vois, il y a Yomi Denzel qui avait été le premier à utiliser Submagic un peu. Mhm. Bah, tout le monde a commencé à le faire. Et après, on est revenu vers une mode où, bah, en fait, on aime bien les gens qui le font à la main un petit peu. Ouais. Ça va- 100%, on ouais, t'as aura- raison, ouais. Et je pense que tu me dis ce que t'en penses, mais ça va d'autant plus mettre en valeur les bons vidéastes, les bons filmmakers sur le terrain qui vont pouvoir montrer qu'ils sont très bons, quoi, par rapport aux autres. Exactement. En fait, ça permet aux meilleurs de se démarquer quand même quand tout ça existe. C'est, ça permet aussi à des débutants de voir que c'est compliqué la vidéo. C'est comme quand la photo est devenue accessible et que tout le monde a commencé à pouvoir faire des photos avec leur téléphone. Est-ce que ça a enlevé le métier de photographe? Ben non, au contraire, ça a permis aux gens de se rendre compte que c'était pas simple la Ouais, 100%, photographie. ouais. Parce qu'en fait, ils le faisaient avec leur téléphone, mais ça passait pas si bien que ça. Donc là, ça va être pareil. Ah ok, il y a des gens qui commencent à faire du montage grâce à l'IA, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui commencent à faire du montage grâce à CapCut, c'était Mhm. avant l'IA, tu vois, Ouais. et bien ils se rendent compte que, ah merde, en fait, c'est pas si simple. Ça rend le métier accessible, mais par contre, on se rend compte que c'est compliqué. Ouais, 100%, ouais. Donc, ça rajoute une valeur aussi, je trouve.
Carrément, ouais, bah, ça crée un peu de l'awareness, comme diraient Ouais. les Américains. Donc ouais, ok, Ouais. super, magnifique. Et bah, dernière question que j'ai pour toi, c'est pour tous les personnes qui veulent, en tout cas, avoir de meilleures qualités leurs vidéos. Attends, je te la refais, t'inquiète. Je fermais la fenêtre. T'inquiète. Donc, dernière question que j'ai pour toi, pour toutes les personnes qui veulent avoir des meilleures vidéos ou ceux qui veulent se lancer pour être vidéaste comme tes clients ou tout simplement ceux qui font des vidéos. Toi, quel conseil tu pourrais donner à une personne ou si toi tu devrais recommencer à zéro pour vraiment devenir très bon dans ce domaine-là, quel conseil ou qu'est-ce que tu ferais concrètement? Ok. Pour réussir en tant que vidéaste Ouais, j'ai peut-être professionnel, mal prononcé ma question, j'ai fait un mélange un peu entre les deux. Ma question c'était ouais, si tu devais recommencer de zéro, pour devenir très bon à faire des vidéos, qu'est-ce que tu ferais? alors pour devenir très bon à faire des vidéos, si je devais recommencer à zéro, je me formerais immédiatement, mais ça c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé immédiatement avec un vidéaste dont j'admirais le travail, et ce qui m'a permis de passer un vrai cap en seulement 3 semaines. Donc je me formerai vraiment pour gagner du temps. Mais parce que moi je suis dans cette philosophie de vitesse où j'ai envie d'apprendre vite les choses et d'être dans la bonne direction, pas perdre du temps à pas être dans la bonne direction. Donc je me formerai, j'irai pratiquer, euh, voilà, tout simplement. Et après, si tu veux avoir une activité rentable, peu importe le domaine, je me formerai en vente parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas ton produit, c'est comment tu le vends, si on fait simple. Mhm. Et je pense que c'est bien meilleur, enfin, c'est bien mieux d'être bon en vente que d'être bon dans ce que tu fais. C'est triste à dire, mais quelqu'un qui est un bon vendeur, il peut te vendre n'importe quoi. Et je pense que c'est évidemment, idéalement, il faut avoir les deux. Mais il faut pas oublier d'être bon en vente. Et la plupart des vidéastes que j'accompagne, ils pensent qu'il faut juste être bon en vidéo. Et justement, je leur apprends à être bon en vente. Et c'est là où tout change. Ouais, je pense que c'est un peu dans tous les métiers, tu vois, tous les coachs, consultants ou même thérapeutes, ils sont très bons dans leur métier, mais c'est plus dur de se vendre Ouais. que d'être bon dans ce qu'ils font, quoi. Donc moi, je me formerai dans ma compétence et vraiment, vraiment en vente et en acquisition client, mais très, très important. Parfait, je te remercie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, un sujet que tu voulais aborder ou on a fait le tour selon toi? Je dirais, vas-y, si je devais donner un dernier conseil, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Dernier conseil que j'aurais vraiment aujourd'hui, essayez de poster pendant 90 jours, une fois par jour. Et à la fin, venez me voir en disant que ça marche pas. Euh, Tant que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, que vous analysez la concurrence, vous recopiez, enfin, que vous analysez la concurrence et que vous faites des contenus à votre sauce en analysant d'autres contenus qui ont marché ailleurs. Faites-le pendant 90 jours, faites 90 contenus et après on voit les résultats et votre activité, pour moi, elle marchera forcément si vous êtes inspiré de la concurrence et que vous avez posté tous les jours en faisant du tofu, mofu, bofu. Ok, cool. Et si ça marche pas ou on veut plus de résultats, on te trouve où? Sur Instagram, Nicolas-Python, Python. Allez, super. Bah, je te remercie Nicolas pour la valeur. C'était un plaisir. Et puis tous ceux qui veulent aller voir le contenu de Nicolas ou tout simplement travailler avec lui, parce que tu aides aussi les entrepreneurs qui veulent améliorer leur création de contenu ou faire des pubs comme Sylvain. Ouais, en fait, bah, il y a deux choses en fait. Soit je les accompagne pour le faire eux-mêmes. Par exemple, là, j'accompagnais quelqu'un qui est broker pour des bateaux. J'accompagne des agents immobiliers pour faire leurs propres vidéos. C'est-à-dire que, vu que c'est un accompagnement personnalisé, s'il y a vraiment un truc de OK, je vais t'aider à trouver les bons contenus qui marchent pour que tu perces sur les réseaux et que tu vendes plus de bateaux, tout simplement, dans son cas. Pour les 100%. agents immobiliers, c'est vendre plus de biens immobiliers. Soit directement, je vais aller tourner des contenus avec toi. On va passer une journée ensemble et on va tourner entre 10 et 30 contenus ensemble pour que tu perces sur les réseaux et que tu aies des nouveaux clients, quoi. Antonio, c'est ce qu'on a fait. Je suis allé en Italie avec lui pendant 3 jours. On a tourné environ 80 contenus. Et là, c'est en train de percer à mort. Putain, c'est C'est lourd. c'est- Devenez vidéaste pour faire voyager et en même temps travailler. c'est vrai. Écoute, je te remercie. Magnifique. Bah, merci à toi.